Bonsoir. Enfin, après une si longue absence, nous sommes encore réunis, vous pour suivre l'émission, moi pour vous la présenter, cette émission de Téléfoot 1 qui atteint ce soir son 47e numéro. Le championnat de France a repris, il y avait 4 rencontres ce soir, les autres étant prévues demain. Voici les résultats. Strasbourg a battu Lille sur le score de 3-0. Les buts ont été marqués, 2 par Gemrich et 1 par Wagner. Autant dire qu'à la Méno, le leader est resté maître chez lui et il affirme toutes ses prétentions pour le titre. À Laval, Laval a battu Paris FC sur le score de 5-1. Les buts de Laval ont été acquis par Coste, de la Montagne, Pérez, Kérusery sur pénalty et Bourrebou. Le but de Paris FC par Huck. Les deux autres rencontres de la journée, à savoir le match au sommet qui opposait Nantes à Saint-Étienne et la rencontre Reims contre Nîmes, feront l'objet de reportages en différé dans cette émission. Donc, vous le savez, je ne vous donne pas le résultat. Nous verrons aussi un reportage sur l'équipe de Laval qui justement vient de réussir 5 buts contre le Paris FC. Et puis un sujet original que nous n'avons pas fait souvent dans une émission sportive, un portrait d'Osvaldo Piazza, mais en chanson. Une chanson composée par son ami Bernard Sauva, sur lequel, bien entendu, nous avons mis des images, puisque nous sommes à la télévision. Dans l'immédiat, je vous propose une séquence à laquelle vous êtes maintenant habitués. Il s'agit de ces buts venus d'ailleurs. Ce soir, les meilleurs buts du championnat allemand réalisés cette année dans les premières, deuxième et troisième divisions en Allemagne et commentés pour nous par Didier Roustan. Ces buts venus d'ailleurs. But de Christian Sakewicz sur corner. Un corner direct, ce n'est pas très courant à un tel niveau. Ce but nous rappelle un peu Günther Netzer. Tout comme Sakewicz, il donnait toujours beaucoup d'effet au ballon. Un petit détail, Netzer chaussé du 47. Mönchengladbach, Liverpool, 5 joueurs de Liverpool forment le mur. But de Rainer Bonhoff. Pour marquer un but sur coup franc, plusieurs possibilités. La plus courante, éviter le mur en donnant de l'effet au ballon, comme Michel Platini par exemple. Mais vous allez voir Bonhoff, c'est très spécial. Il tire en force sur le joueur qui est à l'extrémité du mur, une manière comme une autre de tromper Clemens. Kazuhiko Okudera, un japonais. But sur coup franc, il ne s'appelle pas Bonhoff, mais Karl-Heinz Brücken. Voilà un but qui nous rappelle Ariane. Souvenez-vous le tir du Néerlandais en Coupe du Monde contre l'Italie. C'était à quelques mètres près la même distance. Championnat du monde de slalom. Au départ, Karl Allgöwer. Temps intermédiaire 4 secondes. Temps final, 9 secondes, il a gagné. Karl Allgöwer, c'est le Roger Magnusson de l'équipe de Stuttgart Kickers. Les Blancs de Düsseldorf à l'attaque. Tir contré, encore un retourné. C'était un but de l'avant-centre Emmanuel Günther. Nous allons revoir ce but au ralenti. Fortuna Düsseldorf réussit une excellente saison. L'équipe de Günther, actuellement 5e du championnat, est en effet qualifiée en quart de finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. Coup franc tiré par Broking. Tête de Watson, but de Keegan. L'Angleterre prend l'avantage contre le Danemark en championnat d'Europe des Nations.
Kevin Keegan, vedette de l'équipe d'Hambourg, a été sacré récemment meilleur joueur de la Bundesliga. Un mur qui ne veut pas se mettre à la distance réglementaire. Et oui, tonton Rainer est de retour. Le gardien de but semble très inquiet, comme on le comprend. But de Bonov sur coup franc, cela devient une habitude. L'Allemagne l'emportera en Tchécoslovaquie 4-3. Depuis ce match, l'équipe d'Allemagne a joué contre la Hollande. Bonov a marqué un but en fin de partie, un but sur coup franc bien sûr. Quel régal. Vous avez déjà remarqué que nous avons une tendance, nous journalistes, à évoquer plus souvent soit les équipes qui marchent bien, ce qui somme toute est normal, soit celles qui se signalent par certains problèmes ou par certains remous, ce qui est illogique. Et souvent, vous nous faites le remarquer. Alors, pour aller un peu contre cette tendance actuelle, nous allons maintenant faire une série de portraits d'équipes qui apparemment sont sans problème. Cela nous changera un peu. Pour commencer, nous avons choisi Laval. Laval, une ville de 50 000 habitants, qui parvient à attirer 10 000 spectateurs en moyenne sur son terrain, qui ce soir d'ailleurs a gagné par 5-1 contre le Paris Football Club, et qui, apparemment en tout cas, n'a pas de problème, profite d'une gestion saine, dirigée par des hommes qui ont le sens de la mesure. Cela nous change. Laval, arrosé par la Mayenne, a conservé de son passé historique ses châteaux et le charme feutré d'une préfecture de province. La vie coule calme à Laval, très calme. Peu d'industrie, pas d'université. Dans cette banalité, un hippodrome, où ont lieu quelques réunions, et depuis 2 ans, une équipe de football, qui par ses résultats a permis aux Français de mieux situer Laval. Pour cette ville de 50 000 habitants, patrie du douanier Rousseau et d'Alfred Jarry, la montée en première division était une gageure. Pourtant, depuis 2 ans, le stade lavallois occupe une place honorable parmi l'élite, sans remous d'aucune sorte. À Laval, la discrétion est de rigueur. Si l'on connaît la casquette de Michel le Millénaire, l'entraîneur, on sait peu de choses sur ses conceptions. Vous vous situez comment? Un entraîneur plutôt physique, plutôt psychologique? Moi, je crois que, comme tout entraîneur, il faut allier à la fois le physique, le technique, le psychologique. On sait que les problèmes d'un entraîneur sont multiples. Et je crois qu'il faut essayer de se réaliser à peu près dans tous les domaines pour obtenir l'adhésion des joueurs et la meilleure expression de ceux-ci sur le terrain. Faisons connaissance avec ces joueurs de Laval. Rose, gardien de but. Jean-Pierre Tempé, gardien de but. Bernard Simoni, arrière droit. Pérez, stopper. Super Ibar, libéraux. Hervé Gauthier, arrière gauche. Louis Michel, milieu de terrain. Claude Leroy, milieu de terrain. Patrick de la Montagne, milieu de terrain. Del Bourrébou, il est droit. Tania, attaquant. Moi, je me reste milieu de terrain. Coste Christian, centre avant. Vers le champ, allié gauche. Si le public vient nombreux, malgré une modeste 12e place au classement, c'est qu'il est assuré de voir des buts. Dans cette attaque offensive, Pierre Lechantre, ici à l'image, en a réussi 10 sur les 26 marqués à ce jour. Quant à Jackie Rose, le gardien de but au crâne dégarni, on le trouve bon, c'est vrai, mais à l'image de son équipe, on parle très peu de lui. Ça joue un peu dans la mesure où on n'a pas trop parlé de nous au début. Hein, mais non, je pense que depuis 6 ans, ça va bien, on parle de nous. Puis pourquoi pas de moi maintenant? Qu'est-ce qui peut expliquer cette présence pendant 8 ans? Qu'est-ce que vous avez trouvé à Laval? Une sérénité, un équilibre? Bonne ambiance, déjà. Les dirigeants très compétents. Et je vous dis, une très très bonne camaraderie. Le stade Francis Le Basser peut recevoir 18 000 spectateurs. Il y en eut même plus de 20 000 contre Saint-Étienne. À la base de cette réussite, des dirigeants, tous bénévoles, et surtout M. Francis Bisson, le président, âgé de 77 ans et à la tête du club depuis 35 ans. Une sorte de record pour le doyen des présidents de France. C'est un record qui n'est peut-être pas tellement facile à battre, mais c'est un record dont je me passerai bien. Hein. D'être le doyen, c'est toujours un peu triste. Quoique, dans le fond, je l'ai dit tout à l'heure, je me porte comme à 40 ans, et je ne me rappelle de mon âge que quand on m'en parle. Et on a l'impression que tout ça est mené avec une certaine sagesse. Alors, est-ce que c'est votre nature ou c'est le bénéfice de l'âge?
Alors dis donc que la sagesse, ça vient souvent avec l'âge. Mais je crois avoir toujours été assez sage dans la conduite d'un club. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que nous avons gravi un échelon pendant ces 35 ans, on m'a dit, mais il est fou, où va-t-il nous emmener? Vous réussissez une sorte d'exploit, en ce sens que, dans toutes vos déclarations, qui sont toujours très mesurées, vous ne dites jamais, même à votre public, nous allons jouer les premiers rôles, nous allons être champions de France, nous allons jouer une Coupe d'Europe. Et ce public vous suit quand même, alors que, manifestement, vous ne le motivez pas au départ. Écoutez, je crois que les chiffres parlent. On va peut-être avoir du mal à atteindre nos 10 000 spectateurs de moyenne, mais ça va tourner autour. Or, une ville de 50 000 habitants qui déplace 10 000 personnes, ça me paraît être un exploit. Raymond Kérusery, après bien des vicissitudes dans votre carrière, vous êtes venu à Laval. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, en toute franchise, que, vu votre classe, vous êtes quand même un peu enterré? Franchement, non, je ne le ressens pas comme ça. Je suis parti de Rennes à Marseille, j'avais de grandes ambitions. Bon, ça n'a pas marché. Je suis revenu de Marseille à Rennes, où une nouvelle fois, ça n'a pas marché. Là, il y a eu des histoires même plus extra-sportives que sportives, disons. Et je suis venu à Laval. À ce moment-là, je n'avais pas de proposition de club de première division. Laval était en deuxième division. Je connaissais le club, je connaissais l'entraîneur, je connaissais les dirigeants. Je savais que la maison était sérieuse et solide et qu'il y régnait un certain esprit. Et je me suis, je crois pouvoir le dire, totalement épanoui dans cet esprit. Et je n'ai jamais éprouvé le besoin de la quitter. Le dernier match à domicile de Laval a eu lieu le 10 décembre dernier. Ce jour-là, les joueurs en maillot tango recevaient les Lillois en blanc. Laval avait ouvert le score sur une erreur de la défense lilloise et on espérait un succès facile. Mais subitement, la défense concédait 2 buts, marqués par Cabral, qui égalisait, puis par Zagar. Le stade lavallois offrait son image traditionnelle, capable de marquer, mais aussi d'encaisser. Dans ce jeu ouvert où excellent aussi les Lillois, un pénalty sur Bourbou devait permettre une égalisation par Kérusery, la vedette de l'équipe, bien que ce terme choque un peu dans le contexte lavallois. Alors que le public se remettait à peine de ses émotions, Cabral devait redonner l'avantage à Lille. Et une fois encore, l'attaque de Laval et Kérusery devait égaliser à 3 buts partout. Une débauche de but, c'est toujours une satisfaction pour le public, mais une défense aussi perméable que l'attaque est prolifique pose des problèmes à résoudre à l'entraîneur, en l'occurrence le millénaire. C'est vrai que nous avons pris des buts, surtout en fin de poule aller, au cours des mois de novembre et décembre. Ça a été une véritable hémorragie et ça a fini par nous inquiéter. Je crois que c'était dû surtout à la fatigue de certains joueurs qui ont été constamment sur la brèche depuis le début du championnat, car nous avons eu pas mal de blessés, et notamment des défenseurs comme Simondi et Kumba, si bien que le remplacement de garçons fatigués n'a pas pu s'opérer aussitôt qu'il aurait fallu, et je crois qu'on a payé la note à ce moment-là. Vous êtes un sage. Mais vous ne pouvez pas éternellement dire à votre public et à vos joueurs, nous allons jouer le milieu du tableau. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite idée cachée? Est-ce que, dans le fond, après 2 ans en première division, vous n'auriez pas quelques velléités pour jouer les premiers rôles quand même? Alors écoutez, tout à l'heure je vous ai dit qu'on avait gravi nos escaliers tout doucement, en se posant à chaque étage. Rien ne nous empêche de gravir un nouvel échelon. Et on va, dans un sens, le gravir cette année, puisque nous allons avoir un centre de formation. Ce qui nous différencie peut-être, c'est que justement, nous n'avons pas vu grand, à savoir que nous faisons une comptabilité toute bête de femmes de ménage. 2 additions et une soustraction. C'est pas plus compliqué que ça. Et je crois que ça aussi, et c'est le leitmotiv de cet entretien, c'est encore de la sagesse. Voilà, heureux club de Laval, qui ce soir, je vous le répète, a gagné, et encore par 5 buts à 1, justifiant le reportage que nous lui avons consacré. Vous savez que nous avions lancé une campagne pour le fair play, et comme nous sommes d'incorrigibles optimistes, nous allons poursuivre, quels que soient les résultats. Nous n'entendons pas pour la première année des merveilles, mais qui sait, le moindre gain, c'est toujours ça de prix. Alors, à travers tous les reportages que nous allons faire, pour justifier cette campagne, je vous propose aujourd'hui un portrait très rapide. Quelques réponses d'un joueur, mais qui sont surprenantes. En réalité, nous sommes aperçus que l'un des meilleurs joueurs français
Raymond Keruzoré, que vous venez de voir, n'a jamais eu dans sa carrière ni un carton rouge, c'est-à-dire une exclusion, ni même un carton jaune, c'est-à-dire un avertissement. Avouez que pour un joueur de cette classe, cela est surprenant. L'avis de Raymond Keruzoré. Oui, c'est exact. Depuis que j'ai débuté en professionnel à Rennes en 69, je n'ai pas été l'objet d'un seul avertissement au cours de ma carrière. Alors comment peut-on l'expliquer? Parce que vous êtes un joueur malgré tout qui est à un poste où en général on prend des coups et vous avez un jeu qui se prête en plus. Disons que ça m'arrive de prendre des coups effectivement, mais j'ai cette chance de pouvoir ne pas répondre sur le terrain. C'est-à-dire que je crois que j'arrive quand même à me contrôler dans l'action. Et d'autre part, j'ai un jeu qui ne me prête pas tellement à donner des coups. En effet, je ne vais pas tellement au contact. Et au contraire, j'essaie de l'éviter au maximum. Mais je pense quand même qu'au cours de ces 10 ans de carrière, j'ai pris pas mal de coups. Et si ce n'est pas l'envie parfois qui m'est venue de les rendre, j'ai quand même réussi à me maîtriser. C'est un peu paradoxal parce que dans la vie, on sait que vous avez du caractère. On en a parlé à une certaine époque. Oui, mais disons que je crois qu'il y a plusieurs manières d'affirmer ce caractère. Je ne sais pas si répondre du tac au tac à un coup, c'est avoir du caractère. Enfin, je ne pense pas que ce soit une manière intelligente, si je peux dire, d'avoir du caractère. Je crois que c'est un petit peu, disons, une question de maîtrise plus que de caractère à ce niveau-là. Morale de l'histoire, on peut bien jouer sans pour autant être violent sur un terrain et savoir se contrôler. Vous savez que le succès récent du football français a engendré toute une série de chansons sur les clubs, sur les joueurs, et malheureusement, presque toutes, pour ne pas dire toutes, sont en général d'un niveau très moyen. Et puis subitement, Bernard Sauvat a éprouvé le besoin de chanter son ami Osvaldo Piazza. Alors peut-être, parce que c'est l'histoire d'une amitié vraie et non pas circonstancielle, cette chanson, vous allez le voir, ressort vraiment du reste. Nous l'avons choisie, nous l'avons illustrée avec des images de Solange Peter. Je vous propose donc, en exclusivité, puisque le disque n'est pas encore sorti, par Bernard Sauvat, mon ami l'Argentin, Osvaldo Piazza. Mon copain l'Argentin, c'est un champion de France. Son jardin, c'est l'hiver, une pelouse blanche. Et dans les bois d'en face, il voudrait bien mourir, poussé par la lumière, avec sa boule blanche. Argentine, Misiri. Et le vin me va bien, faut oublier demain ce qui siffle pour rien, les étoiles perdues quand tu es suspendu. Gentil, Misiri. Crier, le ballon dans ses pieds, il ira jusqu'au bout, s'il le faut à genoux. Gentil, Argentin, ce soir va tout donner. On est très fatigué quand on n'a pas gagné. Il parle de la vie, je joue du lira. Il dit que c'est joli, le son de son pays. Aujourd'hui, sur ses genoux, je sais qu'il n'est pas chez nous. Argentino, c'est un champion de France.
tranquille, avec un cœur comme chanson. Argentine. Voilà, une autre façon de voir le football, bien agréable, grâce à Bernard Sauvat, avec cette chanson sur Osvaldo Piazza, mon ami l'Argentin. Revenons à l'actualité, toute brûlante, celle d'aujourd'hui. Match au sommet donc, au stade Marcel Sopin. Nantes, deuxième du championnat, reçoit Saint-Étienne, autre deuxième du championnat, ils sont à égalité de points. Saint-Étienne qui depuis quelque temps retrouve l'appétit des grandes rencontres, retrouve un appétit qui lui avait permis, il fut un temps, d'accéder aux Coupes d'Europe qui ont fait sa gloire. Alors nous allons voir à Marcel Sopin qui, de Nantes ou de Saint-Étienne, l'a emporté, avec des images de Jean Pradinas et des commentaires de Jean Rénal. C'était tout à l'heure. Il y avait 25 742 spectateurs au stade de Marcel Sopin pour voir les deux meilleures attaques du championnat. Les Stéphanois ici qui attaquent à droite en maillot vert bien sûr par Rocheteau et les Nantais en maillot jaune, en maillot canari qui sont à gauche sur votre écran. Les deux équipes sont au complet, c'est ainsi que dans les rangs